Bonjour à tous, ici Pierre Saint George. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de cinéma survivaliste. Alors, je voulais faire Rambo, je la ferai plus tard. Alors, comme je suis un fou, je vais vous faire la liste de Schindler. Et oui, bien sûr, mais non pas pour comment survivent les petits personnages du film, mais le comment survit Oscar Schindler. Parce qu'en fait, c'est l'un des plus grands survivalistes de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Oscar Schindler était un entrepreneur plutôt petit allemand qui, après l'invasion par l'Allemagne nazie de la Pologne, s'est retrouvé à monter des industries au service de l'effort de guerre allemand en Pologne, surtout dans la région de Cracovie. Et cette histoire donc a été relatée par différents médias, mais le plus connu probablement, et vous l'avez sans doute vu, d'abord c'est obligatoire de le voir, mais c'est un très bon film. Et c'est pas parce que c'est obligatoire de le dire, je le pense vraiment. La liste de Schindler, faite par Steven Spielberg, est vraiment un film touchant, bien fait, et finalement, moi je l'ai trouvé très réaliste. Alors évidemment, il y a des scènes euh, qui correspondent à comment dire, un regroupement de scènes horribles qui se sont réellement passées dans la guerre, mais qui ont été mises toutes en gros dans la même histoire pour augmenter en fait le sens dramatique et l'aspect cruel du traitement des nazis dans leur persécution, notamment des juifs, mais aussi des Polonais, euh, dans la Pologne occupée par cet horrible régime socialiste qu'est le régime national-socialiste. Et euh, dans ce contexte, vous avez cet industriel, Oskar Schindler, qui est vraiment touché du fait de voir eh bien, ces brutalités commises sur la population juive, notamment sur des personnes innocentes, enfin des enfants. Et, euh, et donc, il est touché. Alors il se dit, bon, le dilemme qui se passe à ce moment-là, c'est vous pouvez vous dresser face à la machine étatique en disant euh, bon, espèce d'État socialiste de merde, ce que tu fais est immonde, est ignoble, arrête tout de suite. À ce moment-là, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Eh ben, tu as la machine de l'État immonde socialiste qui se met contre toi. Et donc, tu vas finir toi-même dans un camp de travail, tu vas finir à Dachau près de Munich, et tu vas être rééduqué, puis tu vas voir, et tu vas souffrir ta race. Alors, évidemment, face à ce dilemme, Schindler se dit, bon, si je peux embaucher des juifs dans, euh, dans mes industries, je peux montrer qu'ils sont donc utiles à l'effort de guerre allemand, nazi, et donc bah, finalement, ils ne vont pas être maltraités puisqu'ils vont avoir un papier, ils vont avoir un Ausweis qui va leur donner l'autorisation de sortir, en l'occurrence du ghetto de Varsovie, de Cracovie, et d'aller travailler dans les usines. Je crois qu'ils fabriquaient des munitions, sauf erreur. Et donc, pour obtenir ce droit, qui est quand même contraire à la logique donc national-socialiste et de cette ségrégation raciale extrêmement forte, qui était de dire, puisque certaines catégories de population, ici les juifs, sont considérées nuisibles et sont considérées à terme à éliminer, Weg, comme il disait, il faut qu'ils s'en aillent. D'abord, ils sont concentrés dans des ghettos, puis dans des camps, et puis on leur fait croire, ou en tout cas la théorie est qu'ils allaient être emmenés quelque part à l'est, dans les vastes steppes conquises sur l'Union soviétique, mais en réalité ils allaient être en tout cas euh, amenés à être tellement mal nourris et tellement sujets à des maladies et à des mauvais traitements qu'à terme ils allaient tous mourir. Et donc il y avait une volonté clairement induite et implicite d'exterminer les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors je sais, c'est pas la mode de dire ça, mais c'est assez vrai. Donc voilà. Alors je sais que là je vais avoir tous les maghrébins qui vont me dire des sionistes, machin. Écoutez les mecs, vous avez un QI de 85, faut, faut lire un peu quoi. Bref, maintenant, Oscar Schindler va faire du pognon là-dessus. Donc il se dit aussi, ses employés sont très bon marché, sont quasiment gratuits, et donc il faut les nourrir, chauffer dans l'usine, etc. Et donc non seulement il va pouvoir... son objectif premier reste l'argent. Mais
comme objectif accessoire, il va sauver des vies. Et au fur et à mesure que la guerre avance, il va essayer d'embaucher un maximum de personnes et il va essayer de protéger également leurs familles, puisque les familles de ses employés vont commencer à venir à l'usine, etc. Et lorsque cette usine se déplace, il va pouvoir emmener ses employés et ses ouvriers avec lui. Alors évidemment, pour pouvoir faire ça, puisque c'est donc contraire, alors je suis parti sur une tangente, encore une fois, c'est votre faute, euh, puisque c'est contraire à la logique exterminatrice et donc en l'occurrence du système national socialiste allemand, qui est clairement aussi basé sur des hiérarchies raciales, ce qui me déplaît. Pour moi, chacun chez soi, mais il n'y a pas besoin d'avoir des hiérarchies. Et, euh, et donc, il faut à ce moment-là pactiser avec cet État puissant et surtout avec, en l'occurrence, les représentants locaux qui sont eh bien, soit les Gauleiter, c'est-à-dire les gens qui gèrent les régions, ou les commandants de la ville, les commandants des forces armées et les responsables des camps où sont gérés les juifs. Et à cette époque, c'était déjà les SS du groupe Totenkopf, et à ne pas confondre avec la division Totenkopf, mais bon, ça c'est du détail. Et j'ai dit détail, mais ça va dans ce contexte-là. Et donc, il faut à ce moment-là les soudoyer, leur offrir du cognac, leur obtenir des cigarettes américaines, leur obtenir finalement par la contrebande, dans laquelle participent aussi les juifs, puisqu'ils sont capables d'avoir aussi leur réseau qu'ils avaient avant-guerre dans différents canaux de commerce, si on veut. Eh bien, il va pouvoir mettre en place un système où il va en fait soudoyer et devenir ami et finalement acheter la bienveillance et l'amitié de ces dignitaires nazis locaux et ces représentants du parti et des forces d'occupation. Et donc, de manière assez habile, il va réussir à sauver plusieurs centaines, je crois, je ne sais plus exactement le chiffre, euh, de personnes. Alors, il aurait pu sauver des Polonais, il aurait pu sauver plus, peut-être moins. Il aurait pu, à la fin, enfin, en tout cas dans le film, on le voit avoir à un moment une crise de conscience en disant au fond, j'aurais pu en sauver plus si j'avais vendu, si j'avais acheté, finalement, si j'avais donné plus d'argent au SS, parce qu'il faut savoir que dans l'organisation SS, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas que idéologiques, ils étaient aussi extrêmement mercantiles. Quand vous regardez, allez faire une recherche sur ce que c'était l'opération Reinhardt, l'idée, c'était vraiment de dépouiller les victimes de leur argent et de leurs biens. C'était pas les tuer, c'était accessoire. L'essentiel, c'était de s'enrichir à titre d'organisation, à titre de secte, si on veut presque. Et donc la leçon de survie que j'ai vue dans Schindler, alors je ne vais pas traiter de la partie en fait du point de vue des pauvres juifs dans les ghettos et qui font dans l'usine, puisqu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont que très peu de pouvoir, d'agency, comme on dirait en anglais. Finalement, bah, il y en a qui s'échappent, il y en a qui passent par les égouts, il y en a qui arrivent à s'enfuir et à éviter le nettoyage du ghetto et puis le départ dans des camps de ce qui vont être des camps de la mort. Eh bien, vous avez, moi je préfère l'approche, la leçon qu'on peut en tirer de la part de Schindler, c'est-à-dire qu'il fait partie finalement de la machine de cet État criminel qui est devenu l'Allemagne nazie dans ces années-là. Et il doit, pour pouvoir se sauver lui, faire de l'argent et donc profiter de la situation, et puis bien sûr aider un maximum de personnes, il doit faire un double jeu. Et ça, c'est une leçon très intéressante pour nous tous. C'est que quand je vous dis qu'il faut avoir un plan A, plan B, c'est-à-dire garder un pied dans une économie qui fonctionne, mais en même temps vous prévoir la suite et le reste dans un monde qui s'effondre, etc. Le fait d'avoir les deux vous permet aussi, le jour où nous aurons comme plus grand ennemi ou l'État, enfin là on l'a toujours, on l'a déjà par définition, mais ce que je veux dire c'est que si un jour l'État devient tyrannique et commence à persécuter les gens, en ayant encore un pied dans la machine, peut-être que nous pouvons encore essayer de mitiger les dégâts et jouer peut-être double jeu, et puis qui sait, peut-être même infiltrer cette machine étatique et la détruire de l'intérieur. Donc, il y a des leçons très intéressantes. Le film est très connu, donc je ne vous mettrai même pas le lien, c'est tellement évident. Et je crois il y a de bonnes leçons à sortir de ce livre, donc de ce film et de cette histoire surtout, qui n'est pas de la fiction.
Donc je vous laisse peut-être regarder ce film, je vous laisse en tirer les conséquences et je vous laisse mettre en commentaire si vous avez vu ce film, si vous voyez d'autres points de vue, d'autres leçons de survie que vous pouvez en tirer. Et donc, leçon d'histoire très très intéressante pour nous tous. À bientôt!